Bonjour Jacobi. Jacobi? 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 Ah bah non, je suis tout seul aujourd'hui. Salut YouTube. Bonjour à tous, ici GNOME et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps, on fait que des vidéos un peu spéciales, c'est complètement dingue. Non mais aujourd'hui c'est véritablement une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où c'est une vidéo qui sortira hors calendrier, c'est pas un locked, c'est pas une séance critique, c'est une vidéo qui va sortir en plus et qui sort notamment en complément du Chamboule-tout de demain. De nos jours, la vie est dure quand on est une petite patate. Qu'on soit mûr ou pas mûr, il faut bien se tenir sur ses pattes. Et demain, c'est Chamboule-tout sur Dead by Daylight. J'ai proposé à Chambou, et il a accepté, de faire une petite vidéo complémentaire sur les tueurs qu'on va jouer en fait. Faut savoir que Dead by Daylight, c'est un jeu qui s'inspire énormément d'un genre cinématographique très particulier, le slasher. Donc pour pitcher vite fait le slasher, alors on a un tueur qui court après une bande de jeunes adultes un petit peu cons et qui va les massacrer à l'arme blanche. Voilà, c'est Dead by Daylight, on est d'accord. C'est un jeu qui assume totalement l'héritage du slasher. Qu'il l'assume tellement qu'il a sorti en DLC quelques-uns des tueurs les plus mythiques des plus grandes sagas de slasher du monde. Jusqu'ici, à ce niveau-là, on a déjà Michael Myers, Freddy Krueger et Leatherface qui sont sortis. Et je me suis dit, pourquoi pas profiter de l'occasion pour, avant le Chamboule-tout, faire une petite vidéo dans laquelle je vous ferai une petite review d'une saga de slasher dont est tiré le tueur du lendemain. Et demain, en l'occurrence, ce sera Freddy Krueger, qui sera interprété par... par moi. Donc voilà, j'avais prévu peut-être de vous faire un petit cosplay de Freddy Krueger pour la vidéo, mais je me suis trouvé devant un petit problème, à savoir que je n'ai pas de pull à rayures et que niveau chapeau, je n'ai que ça. Alors déjà, passer toute la vidéo avec ça sur la gueule, c'est hors de question, et de toute façon, ça fait pas du tout Freddy Krueger, donc... L'idée ici, ça va être de vous faire une review de tous les films de la saga, ou presque. Il y a en tout et pour tout aujourd'hui 9 films sur Freddy Krueger. Donc si je veux pas faire une vidéo de 3 heures, je vais devoir cut un petit peu. Je vais parler seulement de 6 films. Je vais vous parler brièvement des 3 que je vais ignorer. Premièrement, je vais ignorer Freddy sort de la nuit, tout simplement parce que ce film ne comporte pas Freddy Krueger. Ce film est sur une entité qui aime bien Freddy Krueger et qui du coup prend sa forme pour venir dans le monde réel. C'est un film qui est vraiment très cool, mais je suis désolé, j'ai pas le temps et je peux pas en parler. Deuxième film que je n'aborderai pas, Freddy vs Jason. Je dirais juste qu'en vrai, je trouve ce crossover vraiment cool. Voilà. Et pour terminer, je ne parlerai pas du remake, sorti en 2010. Enfin, on va déjà introduire un petit peu le personnage de Freddy Krueger, normalement tout le monde le connaît, c'est le grand brûlé avec un chapeau et un pull rouge et vert dégueulasse. Et je vous propose donc au fil des films de revivre son histoire avec moi. C'est une histoire qui comporte des hauts, qui comporte des bas, comme toutes les sagas cinématographiques impliquant le slasher, je suppose. Et voilà, je vous propose qu'on commence maintenant. C'est parti. Et on commence avec le film bien sûr le plus connu de la saga comme très souvent, le premier film sorti en 1984, Les Griffes de la Nuit, réalisé par Wes Craven. C'est le film qui a propulsé Wes Craven, un grand monsieur de l'horreur, au rang de grand monsieur de l'horreur en fait. Le film met en scène Heather Langenkamp dans le rôle de Nancy Thompson, qui habite à Springwood aux États-Unis, dans la rue d'Elm, Elm Street, donc qui donne son titre au film original, qui donne son titre original au film, bref, bon voilà. Une adolescente tout à fait normale, avec une bande d'amis tout à fait normaux. Ceux-ci ont néanmoins la particularité de comporter dans leur rang un Johnny Depp en culotte courte. Voilà, c'est une anecdote que tout le monde connaît, qu'il a plus ou moins fait ses premiers pas dans les Griffes de la Nuit, mais c'est toujours sympa de le rappeler. Donc Nancy et sa bande de copains vont se rendre compte au fil de leur discussion qu'ils voient tous dans leurs rêves un mystérieux grand bonhomme brûlé avec un chapeau et un pull dégueulasse. Et on se dit « Ah ouais, c'est chelou !» Voilà, évidemment, ça m'inquiéterait aussi. Mais pire que ça, ils vont se rendre compte au cours d'une soirée qu'ils vont faire tous les trois, donc notamment Nancy, Johnny Depp et sa blondasse de copine, que si ils meurent dans leurs rêves, ils meurent pour de vrai. Et ça, mon gars, c'est plutôt flippant. La première qu'on fera les frais est Tina, la copine blonde de Nancy, dans une scène devenue absolument culte. La première scène de meurtre des Griffes de la Nuit est cultissime, j'ai pas autre chose à rajouter. Et enfin voilà, Nancy va commencer à s'inquiéter un peu, ses copains vont se faire décimer un à un par le croque-mitaine d'Elm Street, et la pauvre, elle va plus dormir beaucoup. Mais elle va enquêter sur ce mystérieux personnage qui hante leurs rêves à tous,
Et elle va du coup demander à sa mère qui lui dira « Ma grande, va te faire foutre ». Globalement, sa mère va lui dire que ouais, non, c'est un rêve, et elle va plus ou moins la pousser à aller se coucher, alors que si elle va se coucher, elle meurt, mais voilà, et bon bref, au bout d'un moment, dans le film, Nancy va réussir à soutirer l'information à sa mère que Freddy Krueger était un tueur d'enfants, qui a sévi à Elm Street il y a quelques années, pendant que Nancy et les autres victimes étaient petits. Un tueur d'enfants qui a échappé de manière dégueulasse à la justice. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand un tueur d'enfants échappe à la justice ? Demandez aux parents de Springwood. On lui crame sa gueule. Donc voilà, il y a des années de ça, les parents de Springwood ont cramé la gueule de Freddy Krueger. Donc il est mort, donc il peut pas être là, et surtout la mère de Nancy refuse d'accepter qu'elle lui parle de lui. Elle est dans le déni le plus total, la vieille. Enfin bref, Nancy va se rendre compte qu'elle peut ramener des trucs de son rêve, elle va ramener des trucs de son rêve, elle va se dire « Ouais, si je ramenais Freddy de mon rêve ». Drôle d'idée, ok, mais idée quand même. Ça fait avancer le scénario. Donc elle va préparer sa maison en mode « Maman, j'ai raté l'avion » avec des pièges de partout, et elle va essayer d'aller chercher Freddy. Je vais essayer d'être un minimum flou quand même sur la fin du film. Elle va ramener Freddy, elle va réussir à s'en débarrasser, plus ou moins, puisque dans une scène extrêmement floue à la fin, on se rendra compte qu'en fait... qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Le film est extrêmement efficace, surtout pendant les scènes de rêve, qui font preuve d'une inventivité phénoménale. En termes de mise en scène, Wes Craven s'est vraiment fait plaisir. Il a vraiment utilisé tout ce que son idée de base, à savoir un tueur qui se promène dans les rêves, pouvait lui apporter. Et en termes de mise en scène, vraiment, je me répète, mais il y a des idées folles, il y a énormément de scènes qui sont devenues cultes dans ce film, et c'est pas pour rien. Il y a un travail phénoménal, il y a énormément d'idées, et ce film est une tuerie, vraiment. Et plus que les scènes de meurtre et de rêve qui sont cultes, le film a un propos plus profond que ça, en fait. Sans dire que c'est un film qui fait énormément réfléchir ou quoi que ce soit, bien entendu. Mais le film appuie énormément sur le fossé générationnel entre les adolescents et les adultes, et l'incompréhension qu'il y a au milieu. La plupart des dialogues du film entre les adolescents et les adultes, notamment Nancy et sa mère ou Nancy et son père, sont de véritables dialogues de sourds où Nancy essaie de leur expliquer tout le pitch du film en fait, et où elle se heurte à des murs. Je veux dire, cette toute dernière scène dans la maison, elle se trouve enfermée dans sa propre maison parce que sa mère a mis des barreaux pour qu'elle soit en sécurité, a appelé son père qui est de l'autre côté de la rue parce qu'il y a eu un meurtre abominable dans la maison en face, et qui est flic, le père de Nancy est flic. Elle se retrouve à la fenêtre à l'appeler, à lui dire « Il y a le tueur dans la maison, il y a le tueur dans la maison ». Tout le monde s'en fout, c'est incroyable comme personne ne comprend les ados dans ce film. Ce genre de travail, cette incompréhension qu'il y a entre les personnages, pour moi c'est un truc qui caractérise une horreur qui me fait vraiment flipper personnellement. Ça se retrouve dans pas mal de films que j'aime bien, des films d'horreur que j'aime bien, qui basent l'horreur sur un personnage qui est incompris. Il lui arrive des trucs terribles et tout le monde dit qu'il est fou. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce film en est la quintessence, et c'est génial, c'est vraiment trop bien. C'est super constructif, Noob Noob, bravo. Non, GG, vraiment. Non mais voilà, tout ça pour dire que juste, le film, c'est pas simplement un croque-mitaine qui découpe des gens. Il y a des thématiques plus profondes et un travail là-dessus. Ça fait déjà un petit moment que je suis sur le premier film, mais on va pas tarder à passer au deuxième. Un tel concept, un tueur qui se balade dans les rêves pour tuer, c'est un concept mine d'or, vraiment. Il y a des possibilités infinies à exploiter avec un concept comme Freddy Krueger, et dans les possibilités infinies, il y a du bon comme du mauvais. La Revanche de Freddy, sortie en 1985, est réalisée non plus par Wes Craven, mais par Jack Sholder, qui est un mec qui n'a pas réalisé grand chose de super signifiant, qui a surtout bossé sur pas mal de trucs assez nanardesques en fait, comme Arachnid, ou encore la série télévisée Mortal Kombat Conquest. Mais il a réalisé le fait d'armes de sortir The Hidden, mélange entre un thriller, un film policier, et un film de science-fiction qui est extrêmement bien foutu, plutôt culte en son genre et que je vous conseille vivement. Ce film nous parle de Jesse, un ado qui est pas très populaire et qui va se retrouver à emménager dans la maison de Nancy, qui est partie je ne sais où. Donc il va emménager avec sa famille dans cette maison et il va commencer à faire des rêves impliquant Freddy. Le film va consister en Freddy qui va essayer de prendre possession de Jesse. Littéralement. C'est un film dans lequel Freddy essaie de posséder un être humain. Il va galérer tout le long du film, et au final, il va réussir. Et il va pousser donc Jesse à tuer des trucs dans des scènes que je trouve, ma foi, plutôt sympas, vraiment. Il y a très peu de scènes de meurtre dans le film. Il y en a une qui est assez grossière, mais surtout il y en a une ou deux que je trouve vraiment marquantes et avec un vrai travail de mise en scène. À la fin, va se passer un truc assez bizarre, à savoir que Freddy va littéralement sortir
de Jessie dans une scène assez dégueulasse. Le film se termine dans la chaufferie, endroit dans lequel la copine de Jessie va venir lui faire un bisou et ça va le guérir. Ok, exit cette fin un petit peu spéciale. Est-ce que ce film est bon? Non. Non, ce film n'est pas bon. Mais j'ai une affection pour ce film au-delà de ses défauts. Je veux dire, déjà au niveau de la caractérisation des personnages, il y a un problème. Ok, Jessie c'est un ado qu'on nous vend comme extrêmement peu populaire, un loser. Sauf que c'est un ado peu populaire qui a une très jolie copine, qui a l'air de tenir à lui, qui a des amis, qui a l'air dans pas mal de scènes plutôt à l'aise en société. Je comprends pas vraiment comment ils ont construit le personnage et ça me dérange un peu. Mais voilà, au-delà de tout ça, j'ai une affection pour ce film, déjà parce que il essaie de sortir de sa zone de confort, dans un sens. Il le fait extrêmement maladroitement, c'est même parfois assez malaisant, mais le film n'est quasiment même pas un slasher en fait, c'est un film de possession. Le film emprunte énormément de codes au slasher, hein, bien sûr, mais j'ai pas l'impression de voir un slasher quand je le vois, comparé aux autres. Mais pour moi, si ce film a cette aura assez particulière, c'est parce qu'il a un côté assez nanardesque en fait. Je considère assez ce film comme un nanar, il fait beaucoup de trucs très bizarres, très décalés, et souvent pas vraiment volontairement. Genre il y a tout un délire dans ce film autour de la chaleur, il fait super chaud, et je sais pas pourquoi il fait tellement chaud que ça fait exploser les oiseaux. C'est incroyable, et je sais pourquoi en fait, c'est parce que le film essaie de développer l'histoire de la chaufferie, et de comment ils ont cramé Freddy là-bas. Et je crois que c'est pour ça qu'il fait chaud, vu que Freddy est mort dans la chaufferie, et ben il fait chaud vu que Freddy essaie de revenir. Mais c'est fait tellement maladroitement, c'est ridicule. Donc voilà, pour moi ce film a une aura vraiment culte en fait encore, donc c'est à mon point. Mais passer d'un chef-d'œuvre de l'horreur à un petit film nanardesque avec des moments de bravoure, vous entendrez que ça pique un peu. Les Griffes du Cauchemar, sorti en 1987, est réalisé par Chuck Russell, et oh mon dieu que ce film est bon! Déjà au scénario, Wes Craven revient, j'avais pas précisé, mais il avait été totalement exit pour le film 2. Là il revient au scénario, donc avec Chuck Russell, réalisateur du film, et Frank Darabont. Nancy revient, et elle a bien grandi, la petite Nancy, elle a fait des études de psychologie, et elle revient à Springwood travailler à l'hôpital psychiatrique. Elle va travailler avec un groupe de jeunes patients qui suit une thérapie de groupe, car ils font tous le même rêve. Donc Nancy sait ce qui se passe bien entendu et elle va vouloir les aider. Le groupe accueille au début du film une toute nouvelle personne, en la personne de Kristen, interprétée par Patricia Arquette, qui a la particularité de pouvoir ramener les gens dans ses rêves. Ça peut paraître con, hein, et ben oui, c'est con, mais en vrai ça rend vraiment bien dans le film. Le petit groupe va bien évidemment se faire décimer petit à petit, mais il y a un truc intéressant que je trouve dans ce film, c'est que ce petit groupe, on va s'y attacher. Et les personnages de slasher, c'est assez rare en fait qu'on arrive vraiment à créer un sentiment d'empathie pour les personnages. En général, c'est même quasiment pas le but. Mais ici, je trouve qu'il y a une vraie cohésion dans le groupe, on s'attache vraiment à ce groupe de patients. Et même si évidemment les personnages ne sont que très peu développés, je trouve qu'ils s'éloignent assez des archétypes habituels du slasher. Nancy va se battre pour leur faire prescrire de l'hypnosil, un médicament qui n'est pas encore vraiment référencé, mais qui a le pouvoir de supprimer les rêves. Évidemment, elle va se heurter à des médecins qui vont lui dire ah, écoute ma grande, tout ce qu'ils ont besoin c'est de dormir. Les personnages de cette saga sont d'éternels incompris. Bref, me demandez pas pourquoi, mais ils vont avoir l'idée à la fin de faire une séance d'hypnose générale pendant laquelle ils vont utiliser le pouvoir de Kristen pour aller tous dans le rêve et poutrer Freddy. Et bordel, c'est cool. Non, déjà, pour parler d'un slasher, il faut parler des scènes de meurtre. Oui, je suis désolé, c'est dégueulasse, c'est pas bien, c'est pas très Charlie. Évidemment que ça ne fait pas tout, mais c'est quand même une partie non négligeable du slasher. Et ici, il y a juste les scènes de meurtre les plus inventives que j'ai jamais vues dans un slasher. Et je pèse presque mes mots, presque. Un autre truc cool avec ce film, c'est que pour la première fois, ces personnages se rendent compte qu'ils sont dans leurs rêves et que du coup, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et ils en tirent une force. Et ça, c'est vraiment chouette. On se retrouve avec des sortes de petites scènes d'action, en plus, dans ce film, qui rendent vraiment bien. Tout en restant dans l'horreur, puisque Freddy va évidemment appuyer sur leurs faiblesses, et les démolir, et les trucider quand même. Et surtout, ce film creuse les origines de Freddy de manière extrêmement intéressante. Il introduit le personnage de sa mère, Amanda Kruger, et nous explique les origines de la conception de Freddy. Et c'est dégueulasse. Ah mon dieu que c'est dégueulasse. Ah putain c'est terrible. Ça colle parfaitement au personnage, hein. Je trouve la jeunesse de Freddy parfaite pour ce qu'il est. Mais putain c'est sale. Le personnage est introduit par le biais d'une forme un peu fantomatique qui apparaît dans l'asile, le fantôme donc d'Amanda Kruger. Il y a un bon paquet d'années, Amanda travaillait dans l'hôpital psychiatrique dans lequel se déroule l'intrigue.
à l'époque où les hôpitaux psychiatriques étaient plus des endroits où on parquait les gens chelous. Donc Amanda, qui était une nonne et qui travaillait bénévolement à l'asile, se retrouve un soir enfermée par inadvertance dans le dit lieu. Non mais les gars, c'est 3h du mat, pourquoi il y a du trafic dans l'escalier? Et elle va être séquestrée pendant des semaines, des jours, des mois, je sais pas, par les résidents du lieu. Elle sera violée à de multiples reprises et de cette union naîtra Freddy Krueger. Freddy Krueger est le bâtard d'une centaine de malades mentaux. Je vous avais dit, c'est la jeunesse parfaite pour le monstre qu'il est. Et ça le rend d'autant plus terrifiant. Et voilà, je m'étends beaucoup sur le film 3, je me rends compte, et parce que je l'aime d'amour, je crois que c'est mon préféré de la saga. Mais c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que quand j'en aurai fini avec le film 3, faudra que je passe au film 4. J'ai pas envie. Ok, je vous annonce tout de suite, c'est à partir de là que la saga se pète les dents. On y va. Ah putain, j'ai pas envie. À partir de là, je vais essayer d'être un peu plus bref, parce que c'est des films que j'aime beaucoup moins, qui ont beaucoup moins d'intérêt, et que cette vidéo est grande, déjà. Hein. Le Cauchemar de Freddy, sorti en 1988, est réalisé par Renny Harlin. Dans ce film, on retrouve Kristen, qui a survécu au premier film. Oui, j'ai oublié de vous dire que dans le film 3, ils ont buté Nancy, par contre. On retrouve Kristen dans ce film, avec tous les survivants du troisième film, pour 40 minutes. 40 premières minutes du film seront consacrées au fait de tous les buter, dans des scènes tellement oubliables. Donc voilà, on découpe les survivants, et... qu'est-ce qu'il nous reste? On nous a introduit dans ce film également une amie de Kristen, dénommée Alice, qui, on s'en rend compte au bout de la 40e minute, sera le personnage principal du film. Oui, alors, il y a une scène, quand Kristen se fait buter, elle utilise son pouvoir, elle appelle Alice, Alice la voit se faire tuer, elle dit à Alice « tu vas avoir besoin de mon pouvoir », il y a un truc qui lui sort du corps et ça va dans Alice et on comprend qu'elle lui a filé son pouvoir de ramener les gens dans les rêves. Alors elle va avoir besoin de ça, peut-être, est-ce que dans l'intrigue, plus tard, ça sert à Alice pour survivre? Non. Ça sert à Freddy. Ça sert à Freddy parce qu'à partir de là, le film va s'enchaîner avec Freddy qui va faire peur à Alice pour qu'elle appelle sans le faire exprès tout le monde dans son rêve et que Freddy les mange. Voilà. Freddy utilise Alice comme un livreur de pizza. Waouh! Vous croyez qu'on peut pas faire plus chelou? Ah, on peut. Chaque copain d'Alice qui se fait poutrer par Freddy, donc qui meurt, intègre en quelque sorte Alice, et Alice gagne une de ses caractéristiques. Quand Freddy tue la gamine intelligente, Alice devient intelligente, parce qu'avant c'était une cruche. Quand il tue le pro du karaté, Alice devient une... maître ninja. Et ouais, non, ça n'a pas de sens. Mais le fait est que ça va justifier qu'à la fin, elle va poutrer Freddy sur son propre terrain. Elle va réussir à se débarrasser de Freddy en le faisant se regarder dans une glace. Enfin, pas dans une glace, dans un vitrail d'église. Oui, il y a une symbolique, mais... Ok, donc pour faire court, ce film est celui que je méprise le plus dans la saga. Non seulement pour la manière dont il est écrit, hein. Le film est mal foutu, au-delà même de son scénario. La réalisation est pas terrible, c'est vraiment mal joué, et ouais, non, je vois pas un point positif à ce film, c'est à partir de là que la saga se casse la gueule. Et ce qui m'emmerde, c'est que c'est le plus gros succès de toute la saga. Le film avait un budget de 13 millions et en a rapporté 49 millions. Pourquoi se priver de faire des suites, hein? L'Enfant du Cauchemar, sorti en 1989, est réalisé par Stephen Hopkins, qui a pour d'autres faits d'armes, notamment d'avoir réalisé Predator 2. C'est un superbe fait d'armes, félicitations. Tu veux une médaille? Celui-là, je vais aller très vite. Le film ne sert à rien. Et... comment dire ça sans que ça paraisse ridicule? Freddy revient dans les rêves d'un fœtus. C'était encore moins ridicule que ça tant que c'était dans ma tête. Alice tombe enceinte et Freddy revient. Mais comment fait-il? Il devait plus pouvoir. Dans les rêves du bébé. Les rêves d'un fœtus, vraiment. On en est là. Je veux dire, on en est là. On n'a tellement pas d'idée de scénario qu'on le fait revenir dans les rêves d'un fœtus. En vrai, au-delà de ça, le film est bien moins mauvais que l'épisode 4. Déjà, bon, on a mis des moyens dans ce film après le succès qui a été le 4e épisode, et les moyens sont pas si mal utilisés. Le film est pas si mal réalisé. C'est juste écrit avec le cul, certes, mais il y a du boulot derrière. Voilà, si on passe sur l'idée de scénariste bourré qui est le fait d'utiliser les rêves d'un fœtus pour revenir, le film fait un truc intéressant dans le sens où il dresse un parallèle entre la relation entre Alice et son bébé et Freddy avec sa propre mère qui revient pour l'occasion. Et rien que pour ça, je trouve ce film cool. Parce qu'Amanda Krueger, Amanda Krueger, quoi.
et qui intervient d'ailleurs comme Deus Ex Machina de ce film à la fin, qui remet le petit Freddy dans son ventre pour le neutraliser. Le film reste plutôt sympa à mater, comparé au 4 qui est une hérésie. On passe à la suite. On passe enfin au 6e épisode et dernier épisode dont nous allons parler aujourd'hui. La fin de Freddy, sortie en 1991, est réalisée par Rachel Talalay, une réalisatrice qui a également réalisé Tank Girl, ce pourquoi je lui pardonne l'affront qu'est ce film. En dernier film, on conclut Freddy Krueger. Ils pouvaient pas rater, hein, ils étaient obligés de s'appliquer. Ils étaient obligés de s'appliquer. Le film nous raconte l'histoire d'un mec qui, je crois, n'a pas de nom, qui s'avère être le dernier survivant apparemment d'Elm Street. Le seul gamin à l'époque qui n'a pas été tué par Freddy Krueger. Alors déjà, ça n'a pas de sens. Freddy le retrouve et lui vole sa mémoire. Donc le gosse se retrouve amnésique et se retrouve aéré et obsédé par la ville de Springwood. Il se retrouve aéré dans un endroit un peu random et va être recueilli dans un foyer de jeunes par une certaine Maggie, une éducatrice ma foi fort sympathique, qui va l'aider à aller à Springwood, hein. Ça serait une bonne thérapie, il est obsédé par cette ville, allons-y, pourquoi pas. Donc ils vont à Springwood, et j'en viens au point qui me plaît dans ce film. Alors, c'est complètement abusé, mais je trouve génial ce qu'ils ont fait avec le destin de Springwood en fait. Les gens de Springwood ont complètement pété un câble. Le film exploite à fond l'idée selon laquelle ils se sont fait décimer tous leurs enfants, et que ça a été une épreuve particulièrement difficile. Et il y a une sorte de psychose collective à Springwood dans ce film. Je vais pas spoiler les scènes ou quoi que ce soit parce que pour le coup c'est super sympa à découvrir. C'est abusé, ça a pas un seul putain de sens, mais je trouve ça vraiment cool. Bref, pendant leur excursion à Springwood, les deux compères vont se rendre compte d'un truc, c'est que Freddy avait un enfant. Du coup le type se dit c'est pour ça que je suis vivant, c'est pour ça que Freddy ne m'a jamais tué. C'est parce que je suis son fils. Spoiler, nope. Et il se fait déglinguer la gueule. Il s'avère qu'au final, Freddy avait utilisé ce dernier survivant pour lui ramener sa fille, qui n'est autre que Maggie, l'éducatrice. Pourquoi pas. Finalement, à la fin du film, Maggie, accompagnée d'un spécialiste en la matière, réussit à faire sortir Freddy du rêve pour le tuer. Elle lui plante ses propres griffes dans le bide, Freddy explose et les petits démons du rêve qui étaient dans sa tête vont se promener ailleurs. Attends, les petits démons du rêve qui étaient dans sa tête ? Ouais. Ouais. Le film fait deux choses que je ne peux pas lui pardonner. Premièrement, donner une famille à Freddy et expliquer sa vie d'avant. On s'en fout. Freddy Krueger, c'est le croque-mitaine qui hante tes rêves. On se moque du fait qu'il avait une famille et qu'il essayait de cacher ses activités à sa femme et son fils. Et sa fille, bordel. Je veux dire, des tueurs comme ça, on en a des centaines, des milliers dans tous les films du monde. Freddy, il est plus que ça. Et oui, ces petits démons du rêve. Oui, parce que ce film fait une deuxième chose que je ne lui pardonne pas. Il a décidé qu'il fallait nous expliquer pourquoi Freddy allait dans les rêves des gens. En fait, c'est des démons du rêve qui choisissent un être humain dégueulasse qui meurt et qui lui donnent cette capacité. Je trouve déjà nul le fait de donner une explication. On n'a pas besoin de ça, mais vraiment pas. Le personnage de Freddy Krueger, il va dans les rêves et il tue des gens. C'est comme ça, c'est acquis depuis le début de la saga. Mais non, faut tout expliquer, donc on explique ça. Et on explique ça de manière extrêmement conne. C'est très simpliste, c'est pas vraiment intéressant et bordel, des effets spéciaux. Le film ne finit pas la saga correctement. Il y avait plein de trucs à faire pour un dernier film de Freddy. Et ils ont fait ça. Ah oui, dernière chose, j'ai oublié de préciser. Oui, il y a 3 trucs que je pardonne pas au film. La manière dont il traite le personnage de Freddy Krueger est ridicule. Freddy Krueger, ça a toujours été un équilibre entre le bouffon et le croque-mitaine extrêmement flippant. Dans ce film, Freddy Krueger est un bouffon, c'est tout. Il n'y a qu'à regarder toutes les scènes de meurtre que comporte le film. Je dis pas qu'elles sont pas inventives, là, pour le coup. Il y a des idées. Mais personnellement, ça m'a fait penser à un épisode de Bip Bip et le Coyote. Chaque scène de meurtre est basée sur un rythme et un ton similaire à ce qui se passe dans Bip Bip et le Coyote. On n'est pas devant Bip Bip et le Coyote. J'adore Bip Bip et le Coyote. C'est une super série animée. Mais c'est pas ça que je recherche ici. Donc voilà, j'aime pas la manière dont est traité le personnage de Freddy, j'aime pas qu'on lui donne une famille, j'aime pas cette explication avec ces foutus démons du rêve, et j'aime pas trop ce film. Je pense qu'il est temps de conclure car cette vidéo va être déjà beaucoup trop longue. Et j'ai déjà dit ça 3 fois, et du coup ça veut dire que j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps à dire que la vidéo allait être longue.
Voilà, cette vidéo est à peu près terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'aurais vraiment aimé la faire. Quand j'ai commencé à m'imaginer parler de cinéma sur YouTube, je l'ai fait en m'imaginant parler de slasher. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur, je suis un mordu de slasher, c'est un de mes genres cinématographiques préférés. Et il me tient à cœur d'en parler. Donc je saute sur l'occasion, avec les chamboule tout sur Dead by Daylight, de vous en parler. Je referai probablement des vidéos du genre quand l'occasion se présentera, déjà sur les autres tueurs de Dead by Daylight qu'on va incarner, quand ça s'y prêtera, mais aussi à l'occasion, si l'occasion de refaire ce format se présente, et ben ça sera avec grand plaisir que je le referai parce que je trouve ça cool, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je suis conscient que pour le moment, c'était un petit peu brouillon, c'est la première fois que je me retrouve tout seul devant la caméra sans mon compatriote pour me répondre. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, et surtout n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous à la chaîne, faites tout ce qui vous plaira, likez notre page Facebook, on a une page Facebook, allez-y. Likez. En tout cas, moi j'ai très hâte de vous retrouver demain soir dans le chamboule tout, dans lequel je charcute mes copains avec Freddy Krueger, je le précise encore une fois. Je vous retrouve également pour la séance critique de jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ouais, cette vidéo est terminée, bisous.